Le 21 août 1942, à 6h15, le colonel Kiyonao Ichiki se tenait à la lisière d'une palmeraie sur Guadalcanal, fixant du regard un cours d'eau peu profond, au-delà duquel se trouvait la ligne défensive américaine qu'il s'apprêtait à attaquer. Il avait derrière lui 917 des meilleurs soldats du Japon, des hommes entraînés pendant des années, des hommes qui avaient conquis des territoires à travers l'Asie sans jamais être vaincus. Des hommes qui croyaient, comme Ichiki lui-même, qu'aucune force occidentale ne pouvait leur résister. Les Américains de l'autre côté de ce cours d'eau étaient des Marines des États-Unis. Ichiki les avait étudiés avant son départ. Il savait ce que les renseignements japonais disaient de ces hommes. Ils étaient mous, indisciplinés. Il manquait de l'esprit guerrier qui définissait les soldats japonais. Ils céderaient à la première démonstration d'une attaque déterminée. Environ 6 heures plus tard, 800 des soldats d'Ichiki seraient de mort, et tout ce que le Japon croyait savoir sur les combattants américains commencerait à s'effondrer. Voici l'histoire de comment Guadalcanal a brisé l'une des croyances les plus dangereuses de l'histoire militaire. La conviction des commandants japonais que les Marines américains étaient incapables d'un véritable combat. Pour comprendre ce qui s'est passé à Guadalcanal, il faut comprendre ce que les dirigeants militaires japonais pensaient des Américains avant le début de la guerre. Pendant des décennies, la doctrine militaire japonaise s'était construite sur un concept appelé Yamato Damashi, l'esprit du Japon. C'était plus qu'un simple nationalisme. C'était une croyance fondamentale selon laquelle les soldats japonais possédaient une supériorité spirituelle capable de surmonter tout désavantage matériel. Là où les nations occidentales comptaient sur les machines et la puissance de feu, le Japon comptait sur la volonté indomptable de ses guerriers. Les racines de cette croyance remontaient à la mythologie ancienne. Les soldats japonais ne se battaient pas seulement pour leur pays. Ils se battaient pour une lignée sacrée remontant à des milliers d'années. Cette philosophie devint centrale dans la pensée militaire japonaise au début du XXe siècle. La victoire éclatante sur la Russie en 1905 semblait confirmer tout ce que les dirigeants japonais croyaient d'eux-mêmes. Une nation asiatique plus petite avait vaincu une puissance européenne par un esprit combatif supérieur. La leçon était claire. La force matérielle ne signifiait rien face à des hommes prêts à tout sacrifier pour leur empereur. Dans les années 1930, cette croyance s'était durcie en doctrine. Les officiers japonais apprenaient que les soldats occidentaux, particulièrement les Américains, étaient spirituellement faibles. Ils étaient les produits d'une culture matérialiste et molle qui privilégiait le confort individuel au sacrifice collectif. Ils ne tiendraient pas face au combat désespéré. Ils se rendraient, ils fuiraient. Les premiers mois de la guerre du Pacifique semblaient valider complètement cette évaluation. Aux Philippines, à Singapour, dans les Indes orientales néerlandaises, les forces occidentales échouaient systématiquement à égaler la détermination japonaise. Les commandants japonais en tirèrent ce qui semblait être des conclusions évidentes. Les Américains étaient exactement ce qu'ils avaient toujours cru. Ils avaient un meilleur équipement, plus de ravitaillement, de plus gros navires, mais il manquait de la seule chose qui comptait vraiment à la guerre, la volonté de se battre. Cette croyance s'étendait spécifiquement au corps des Marines des États-Unis. Les renseignements japonais les avaient étudiés et n'avaient rien trouvé d'impressionnant. C'était une petite force, mal équipée par rapport à l'armée, sans expérience récente de combat. Ils n'avaient pas affronté d'ennemis sérieux depuis la Première Guerre mondiale. Ils étaient, selon l'état-major impérial, des troupes de garnison jouant aux soldats. Ce qu'ils manquèrent, c'était la transformation que le corps avait subie dans les années 1930. Les officiers des Marines avaient développé de nouvelles doctrines pour la guerre amphibie. Plus important encore, ils avaient développé une culture qui mettait l'accent sur l'initiative individuelle, le leadership des petites unités et la capacité des Marines juniors à continuer à se battre même lorsque les communications tombaient en panne et que les plans s'effondraient. Cette culture s'avérerait décisive sur Guadalcanal. Le colonel Ichiki partageait personnellement les opinions communes aux officiers japonais sur les capacités américaines. Lorsqu'il reçut l'ordre de reprendre Guadalcanal aux Américains, qui y avaient débarqué début août 1942, il y vit une opportunité de gloire, pas un véritable défi militaire. On lui dit d'attendre le reste de son régiment avant d'attaquer, mais il n'en vit pas la nécessité. Son premier échelon de 900 hommes serait suffisant face aux Marines. Que pouvait-il exiger de plus ? Le major général Alexander Vandegrift, lui, n'avait aucune idée de ce que les Japonais pensèrent de ces Marines. Il était trop occupé à essayer de les maintenir en vie.
On lui avait promis 6 mois pour entraîner sa division avant de voir le combat. Il en obtint 3 semaines. Ses hommes étaient dispersés dans le Pacifique, leur équipement encore déchargé en Nouvelle-Zélande. Il n'y avait pas de temps pour une planification adéquate. Le 7 août 1942, 11 000 Marines débarquèrent sur Guadalcanal et les îles voisines. Ils obtinrent une surprise complète. Mais rapidement, tout tourna mal. Lors de la bataille de l'île de Savo, une force navale japonaise infligea une défaite cuisante. L'amiral Fletcher, craignant de nouvelles pertes, retira la flotte, emportant avec elle la plupart des fournitures des Marines qui n'avaient pas encore été déchargées. Les Marines étaient abandonnés avec des munitions limitées, peu de nourriture et aucun soutien naval. Ils établirent un périmètre défensif autour du futur Henderson Field et commencèrent l'épuisant travail de finir la piste avec l'équipement japonais capturé. La jungle autour d'eux était hostile d'une manière inimaginable. En quelques semaines, la maladie handicaperait plus de Marines que les balles japonaises. Le colonel Ichiki débarqua à Taivu Point dans la nuit du 19 août avec 917 hommes. Les reconnaissances aériennes japonaises avaient signalé peu de troupes américaines visibles. L'état-major impérial croyait que les Marines avaient abandonné Guadalcanal, ne laissant qu'une garnison symbolique. On dit à Ichiki qu'il pourrait faire face à seulement 2000 défenseurs. En réalité, il y avait 11 000 Marines sur Guadalcanal. Ichiki laissa 125 hommes en arrière-garde et commença immédiatement à marcher vers Henderson Field. Il ignorait que les Marines étaient au courant de son approche. Un éclaireur côtier nommé Jacob Vusa, capturé par les Japonais, avait été utilisé pour de la pratique à la baïonnette. Poignardé 7 fois, il n'était pas mort. Il avait rongé ses liens, rampé à travers la jungle et atteint les lignes des Marines pour les avertir de l'attaque imminente. Vers 1h30 le 21 août, Ichiki lança son assaut à travers le banc de sable à l'embouchure d'Alligator Creek. Les Marines s'attendaient. La première vague de soldats japonais chargea en criant « Banzai !» les baïonnettes au canon, s'attendant à ce que les Américains fuirent de terreur. C'est ainsi que cela avait toujours fonctionné. Ce qui se passa ensuite choqua les soldats japonais qui y survécurent. Les Marines ne coururent pas, ils ne se rendirent pas. Ils tinrent leur position et déversèrent un feu dévastateur sur les assaillants. Les mitrailleuses refroidies à l'eau, servies par des Marines bien entraînés, décimèrent les vagues d'assaut. Les soldats japonais tombèrent par dizaines, puis par centaines. Le banc de sable devint un champ de tuerie. L'artillerie américaine, ayant pré-réglé ses cibles avant la nuit, fit pleuvoir des obus directement sur les formations d'assaut. Lorsque les soldats japonais parvinrent aux lignes des Marines, ils furent accueillis par un combat rapproché qui égalait leur propre férocité. Les Marines se battaient avec des fusils, des pistolets, des baïonnettes et à main nue. Ils montrèrent aucune peur et ne demandèrent aucun quartier. Un mitrailleur, le soldat Al Schmid, fut blessé au début de la bataille par l'explosion d'une grenade. Des éclats le frappèrent au visage, lui crevant les 2 yeux. Aveugle, il continua à servir son arme au toucher seul, guidé par son pourvoyeur, et resta à son poste jusqu'à l'aube. Au lever du soleil, l'attaque avait complètement échoué. Mais la bataille n'était pas terminée. Vandegrift ordonna une contre-attaque. Des Marines traversèrent le cours d'eau en amont pour encercler les Japonais survivants. Des chars légers M3 Stuart, surnommés cavalerie de fer par les Marines, se joignirent à l'assaut. L'encerclement fut méthodique et brutal. Des soldats japonais tentèrent de nager pour s'échapper et furent abattus dans l'eau. D'autres se battirent jusqu'à la dernière balle puis chargèrent à la baïonnette. D'autres se suicidèrent plutôt que d'être capturés. Les chars écrasèrent les soldats blessés sous leurs chenilles. Vers 17h le 21 août, la bataille de la Tenaru était terminée. Sur les 917 hommes d'origine d'Ichiki, environ 800 étaient des morts. Les survivants, peut-être 128, s'échappèrent dans la jungle. Les pertes des Marines étaient de 35 tués et 75 blessés. Le taux d'échange était stupéfiant. Pour chaque Américain tombé, les Japonais en avaient perdu plus de 7. Ce n'était pas censé se passer ainsi. Le colonel Ichiki brûla son étendard régimentaire pour éviter sa capture, une profonde disgrâce dans la culture militaire japonaise, puis mourut au combat ou commit un suicide rituel. Les rapports diffèrent. Lorsque la nouvelle de la destruction du détachement Ichiki parvint à Rabaul, les commandants japonais réagirent par l'incrédulité. Un régiment d'infanterie japonais ne pouvait pas avoir été anéanti par des Marines américains. Cela n'était tout simplement pas possible.
Beaucoup refusèrent d'accepter la défaite. Le déni eut des conséquences fatales. Au lieu de réévaluer leurs hypothèses sur la capacité combative américaine, les commandants japonais conclurent qu'Ichiki avait simplement envoyé trop peu d'hommes. La solution était évidente: envoyer plus de troupes. Le major général Kiyotake Kawaguchi reçut le commandement de la tentative suivante pour reprendre Henderson Field. Il mènerait environ 6000 hommes de la 35e brigade d'infanterie. Kawaguchi était plus réfléchi qu'Ichiki. Il avait étudié les rapports de la Tenaru. Il comprenait que les Marines étaient mieux préparés que prévu. Son plan était sophistiqué. Au lieu d'attaquer de front, il ferait marcher ses hommes à travers la jungle pour attaquer par le sud, où le périmètre des Marines était moins défendu. Une crête offrait une voie d'approche naturelle vers Henderson Field. La crête n'avait pas de nom en septembre 1942. Après la bataille, elle serait appelée la crête d'Edson ou Bloody Ridge. Elle deviendrait l'un des terrains les plus célèbres de l'histoire du corps des marines. L'approche à travers la jungle fut bien plus difficile que prévu. Les hommes de Kawaguchi arrivèrent à leur position d'assaut épuisés, affamés et désorganisés. Malgré cela, ils restaient confiants. La supériorité spirituelle de ces hommes s'avérerait décisive. Dans la nuit du 12 septembre 1942, Kawaguchi lança son assaut. Défendant la crête se trouvait un mélange d'environ 800 Marines, principalement du 1er bataillon de Raiders et du 1er bataillon de parachutistes, sous les ordres du lieutenant-colonel Merritt Edson. Ces hommes étaient parmi les mieux entraînés du corps des Marines. Edson, surnommé Red Mike, avait positionné ses hommes avec soin, avec des cibles d'artillerie préréglées. Les Japonais attaquèrent par vagues, avec une détermination fanatique. La jungle éclata en tir. Et encore une fois, les Marines ne rompirent pas. Le combat sur Bloody Ridge fut parmi les plus intenses de toute la guerre. Les soldats japonais percèrent les lignes des Marines à plusieurs reprises. À un moment, ils arrivèrent à quelques centaines de mètres de Henderson Field. Le résultat resta incertain pendant des heures. Edson rallia personnellement ses hommes pendant la crise. « La crête », leur dit-il, « c'est la crête, tenez-la ». Le tir d'artillerie, appelé par des observateurs avancés, dévasta les vagues d'assaut japonaises. Lorsque les munitions vinrent à manquer, les Marines se battirent à la baïonnette et à la crosse de fusil. À l'aube du 14 septembre, l'attaque de Kawaguchi avait échoué. Plus de 600 de ses hommes gisaient morts sur la crête. Les survivants battirent en retraite dans la jungle, entamant une marche cauchemardesque vers l'ouest qui en tuerait des centaines d'autres. Les défaites d'Ichiki et de Kawaguchi auraient dû forcer une réévaluation fondamentale des hypothèses japonaises. Elles ne le firent pas. Les commandants japonais intensifièrent leur engagement sur Guadalcanal, tout en refusant de reconnaître ce que les batailles révélaient sur la capacité combative américaine. Le lieutenant-général Harukichi Hyakutake arriva sur Guadalcanal le 9 octobre pour superviser personnellement l'offensive suivante. Il amenait avec lui la 2e division Sendai, l'une des unités les plus illustres de l'armée impériale japonaise. Cette fois, il n'y aurait pas de demi-mesure. Plus de 20 000 soldats japonais participeraient à un assaut coordonné. Hyakutake était si confiant que son état-major prépara des plans pour accepter la reddition américaine. La date choisie pour l'assaut final était le 23 octobre 1942. La bataille pour Henderson Field, aussi appelée l'offensive d'octobre, commença dans la nuit du 23 octobre. Les premières attaques vinrent le long de la rivière Matanikau. Des chars japonais furent détruits un par des canons anti-chars de 37 mm. Mais l'attaque principale vint du sud, où la division Sendai était censée réaliser la percée décisive. À un secteur de cette ligne, le sergent John Basilone du 1er bataillon, 7e Marines, commandait 2 sections de mitrailleuses lourdes. Basilone, surnommé Manila John, était reconnu comme l'un des experts les plus éminents de la mitrailleuse de calibre 30 dans le corps des Marines. Toute la nuit du 24 au 25 octobre, sa position fut attaquée par environ 3000 soldats de la division Sendai. Basilone combattit toute la nuit et le jour suivant sans dormir, sans manger, sans repos. Lorsque ses mitrailleuses s'enrayaient à cause de la chaleur du tir continu, il les réparait sous le feu. À un moment, les corps ennemis s'empilèrent si haut devant sa position qu'ils bloquèrent son champ de tir. Des Marines durent sortir pour pousser les cadavres sur le côté. Lorsque des renforts arrivèrent, seul Basilone et 2 autres Marines de sa section étaient encore debout. Le sol devant leur position était jonché de morts japonais.
Basilone recevrait la Medal of Honor pour ses actions. Des scènes similaires se déroulèrent sur tout le périmètre cette nuit-là. L'assaut japonais coordonné, celui qui était censé finalement submerger les défenseurs américains, se brisa contre la même détermination qui avait vaincu Ichiki et Kawaguchi. Après la bataille, le lieutenant-colonel Lewis Chesty Puller interrogea un prisonnier japonais. Il demanda pourquoi il n'avait pas changé de tactique en voyant qu'il ne perçait pas la ligne. La réponse du prisonnier révéla tout. Ce n'est pas la manière japonaise. Le plan avait été établi. Personne n'aurait osé le changer. Il doit se dérouler comme il a été écrit. Cette rigidité, combinée à la sous-estimation continue de la capacité combative américaine, s'avéra fatale. Le système militaire japonais n'encourageait pas l'initiative aux niveaux inférieurs. Les Américains étaient différents. Les officiers des Marines étaient formés à s'adapter. Cette flexibilité, combinée au refus obstiné des Marines individuels d'abandonner leur position, créa un système défensif que les Japonais ne purent briser. L'offensive d'octobre échoua complètement. Les pertes japonaises se chiffraient entre 2200 et 3000 morts. Les pertes américaines étaient inférieures à 300 tués et blessés. La division Sendai avait été brisée. Alors que 1942 touchait à sa fin, la situation sur Guadalcanal s'était complètement transformée. L'île que les commandants japonais s'attendaient à reprendre en quelques jours était devenue ce que leurs soldats appelaient amèrement l'île de la famine. Les soldats japonais souffraient de malaria, de dysenterie, de beriberi. Ils en étaient réduits à manger des racines, de l'herbe et l'écorce des arbres. Le général Hyakutake devint désespéré. Le 23 décembre, il envoya un message à Tokyo. Aucune nourriture disponible. Le 17e armée demande la permission de se lancer dans les positions ennemies et de mourir d'une mort honorable plutôt que de mourir de faim dans nos propres abris. Les Japonais finirent par évacuer Guadalcanal début février 1943. Ils laissèrent derrière eux plus de 14 000 morts au combat et environ 9 000 autres morts de maladies et de famine. Pour chaque Américain tué sur Guadalcanal, les Japonais en avaient perdu près de 10. Mais la perte la plus importante était invisible. C'était la destruction d'une croyance. Les Marines, qui avaient combattu sur Guadalcanal, avaient prouvé quelque chose que les commandants japonais croyaient impossible. Les Américains pouvaient se battre. La supériorité spirituelle qui était censée garantir la victoire japonaise n'existait tout simplement pas. Le major général Kiyotake Kawaguchi le comprit mieux que la plupart. Après la guerre, il offrit son verdict. Guadalcanal est le cimetière de l'armée japonaise. Il avait raison. Aujourd'hui, les champs de bataille de Guadalcanal sont silencieux. La jungle a repris la plupart des positions de combat. Mais le souvenir demeure. Dans le corps des Marines, Guadalcanal est un lieu sacré. Les hommes qui s'y sont battus sont honorés comme le fondement de tout ce qui est venu après. Et au Japon, bien que la bataille soit moins bien souvenir qu'en Amérique, sa signification est comprise par ceux qui étudient la guerre. Guadalcanal fut l'endroit où la marée tourna. Guadalcanal fut l'endroit où le mythe de l'invincibilité japonaise mourut. Guadalcanal fut l'endroit où tout changea.